My brothers, my sisters. It is said that I hate les noms magiques. I do not hate them. I do not. Les Animaux Fantastiques 2 est enfin sorti. Et bon sang, quel film! Le personnage de Grindelwald est vraiment incroyable, tout comme Albus Dumbledore. On peut applaudir Johnny Depp et Jude Law. Le Potter Game est totalement renversé. Ce second opus vient d'apporter de nombreux éléments et des révélations auxquelles personne ne s'attendait. C'est pourquoi nous allons essayer de théoriser un max dans cette vidéo. Bien évidemment, je vais devoir spoil le film si je veux être totalement libre dans mon argumentation. Vous êtes prévenus. Allez, il est temps de s'attaquer de nouveau à cette saga mythique avec 3 théories totalement personnelles. C'est parti. Les Animaux Fantastiques 2 tournent énormément autour de croyances. Ce dernier cherche à découvrir qui il est réellement, qui étaient ses vrais parents. Toute l'intrigue du film repose là-dessus. À la base, il était supposé que Croyance soit le frère de Leta Lestrange, disparu et supposé mort, Corvus Lestrange. Mais il n'en est rien, Croyance n'est pas un Lestrange, loin de là. Et c'est là que le mystère devient important. Grindelwald, à la fin du film, affirme et clame haut et fort que Croyance n'est pas n'importe qui, qu'il est le 4e enfant de la famille Dumbledore, et qu'Albus aurait tenté de le tuer quand il était encore qu'un nourrisson. Cette révélation chamboule vraiment toute la saga jusqu'aux origines de l'histoire. Que ce soit dans les livres ou dans les films, Kendra et Perceval Dumbledore avaient 3 enfants, déjà connus de tous, Albus, Abelfort et Ariana. Alors d'où sort ce 4e enfant caché? Je vais essayer de répondre à cette question en vous proposant tous les cas de figure possibles. Libre à vous de choisir et croire ce qui serait potentiellement le plus probable, mais j'ai déjà ma petite idée en tête. Est-ce que Croyance est réellement Aurelius Dumbledore? Eh bien, tout laisse croire que non. Grindelwald est un très grand manipulateur et un très grand sorcier. Il sait comment parler aux gens et comment jouer avec eux. L'exemple le plus concret pour moi reste Queenie, qui a totalement été séduite par les dires de Grindelwald. La sorcière qui, habituellement, sait lire dans les pensées des gens et les manipuler en quelque sorte, s'est faite avoir par Grindelwald. C'est un détail qui n'est vraiment pas anodin. Grindelwald n'est pas n'importe qui. Ensuite, en liaison avec ce que je viens de dire, nous pouvons enchaîner sur la question du phénix qui apparaît face à Croyance. Ceci est l'argument majeur qui pourrait prouver que Croyance est bel et bien un Dumbledore. Cependant, ne crions pas victoire trop vite. Comme je viens de le dire, Grindelwald est un sorcier et un manipulateur très puissant. Il est même en possession de la baguette de Suro. Ce phénix n'est peut-être rien de vrai et de réel. Et justement, retournons sur la scène où Albus est en compagnie de Norbert. Ce dernier lui affirme qu'une légende dans sa famille dit qu'un phénix apparaîtra face à chaque membre de la famille Dumbledore. Néanmoins, Albus le mentionne juste. Ce dernier ne possède toujours pas de phénix. Fumsec ne lui est toujours pas apparu dans le film. Alors, pourquoi Croyance avant Albus? Cela reste un détail important. Bref, je pense qu'il est temps maintenant de rentrer dans du concret et arrêter les détails. Tout d'abord, rappelez-vous du premier film des Animaux Fantastiques. Grindelwald avait pris la place de Perceval Graves pour se mettre à la recherche de l'Obscurus qui semait le trouble dans la ville de New York. Tout le long du film, Perceval, Grindelwald, pensait que l'Obscurial était Modestie, et non Croyance alors qu'il le côtoyait tout le temps. Ceci prouve que Grindelwald n'avait jamais connu Croyance auparavant, qu'il ne savait pas qui il était vraiment. Comment pourrait-il alors connaître ses origines dans le second opus? Surtout qu'apparemment, Croyance serait un Dumbledore, une famille que Grindelwald a très bien connue dans son passé.
Pour continuer, un lien très puissant existe entre Grindelwald et Albus. Ces deux derniers, dans leur passé, ont effectué un pacte de sang qui semble aujourd'hui les empêcher de pouvoir s'affronter. C'est pourquoi Norbert travaille avec Albus. Grindelwald semble employer la même technique. Excepté Albus et lui-même, seule Croyance semble posséder une puissance aussi phénoménale. Et bizarrement, Grindelwald lui affirme qu'Albus avait tenté de l'assassiner alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Comme par hasard. Bonjour la technique de manipulation afin de créer une haine envers Albus, son rival, et sans avoir à faire le travail lui-même, puisque le pacte de sang est actif. D'ailleurs, ce pacte de sang pourrait être lié à la question du phénix apparu devant Croyance. Grindelwald connaît très bien les Dumbledore, et est encore aujourd'hui extrêmement lié à Albus par ce pacte. On ne sait pas réellement ce qu'implique la création d'un pacte de sang entre deux personnes, mais il est peut-être possible que Grindelwald possède, grâce à ce dernier, une partie de Dumbledore en lui, puisque son sang est lié à celui d'Albus, en gros. Je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire. Le phénix pourrait donc être une simple création de Grindelwald, et pourrait même peut-être lui appartenir, mais cela reste une idée un petit peu folle, je l'avoue. Enfin, parlons de date. Perceval Dumbledore, le père de la famille Dumbledore, est mort en 1890, et Kendra, la mère, est quant à elle décédée en 1899. Croyance, quant à lui, est apparemment née en 1907 ou 1908. Il est inutile de vous faire un dessin. Les dates sont beaucoup trop éloignées pour que Croyance soit le frère caché d'Albus. Mais alors, qui pourrait être réellement Croyance? Nous n'en savons rien pour le moment. Le phénix qui lui apparaît reste la seule potentielle preuve qu'il serait un Dumbledore. Nous pourrions alors se tourner vers Honoria. Honoria est une tante célibataire d'Albus Dumbledore, et nous ne savons quasiment rien sur elle. On suppose qu'elle serait la sœur de Perceval, le père d'Albus. Elle serait la seule clé scénaristique permettant d'approuver le fait que Croyance soit un Dumbledore, et peut-être même son fils. Ou bien peut-être que Croyance serait liée à Ariana. Ces deux derniers sont très similaires dans leur histoire. Ariana est connue de par une théorie très célèbre, le fait qu'elle était auparavant un Obscurial développant un Obscurus car elle avait refoulé ses pouvoirs magiques. Bref, on ne sait pas. Mais j'ai une dernière supposition qui me trotte en tête. Depuis toujours, des théories circulent sur le fait qu'Harry Potter lui-même serait le descendant de Godric Gryffondor. Mais pourquoi pas Croyance? Croyance n'est vraiment plus un personnage anodin, et est l'un des plus puissants sorciers de ce monde. Ce dernier pourrait descendre d'un des fondateurs de Poudlard. J'y avais pensé la première fois que j'ai vu le film. Je n'ai pas d'argument pour approuver cette idée, à vous de me dire ce que vous en pensez. Qui est réellement Croyance? Aurelius Dumbledore, ou est-ce que Grindelwald a menti? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais nous sommes encore loin d'avoir des réponses. Parlons maintenant du cas de Nagini. Et oui, le célèbre serpent qui accompagne le Seigneur des Ténèbres est en réalité une belle jeune femme victime d'un malédictus. Décrit par J.K. Rowling comme une malédiction se transmettant de mère en fille et liée au sang. Une malédiction qui transforme petit à petit un humain en animal jusqu'à le devenir véritablement. Ce qui est très troublant avec Nagini, c'est qu'elle est bienveillante, envers Croyance notamment. Elle est une jeune femme qui a subi beaucoup de malheur et de tristesse à cause de sa malédiction, et qui pourtant ne faiblit pas face à Grindelwald, et souhaite réellement aider Croyance. C'est assez difficile à imaginer, alors que nous savons que cette dernière possédera une relation très proche avec le Seigneur des Ténèbres dans la saga Harry Potter, en tant que serpent. Pourtant, Nagini est un personnage clé des Animaux Fantastiques, de par son futur dans la série. Que pourrait-elle apporter ? Il est évident que cette dernière sera présente dans les autres films de la saga, et que son rôle sera plus important au fil du temps. Croyance vient de l'abandonner pour suivre Grindelwald et connaître ses origines. Nagini va donc forcément se joindre à Dragono et toute la clique. Pour entrer dans le vif du sujet, le point très important est que Nagini est énormément lié à Voldemort. Le fait que son personnage soit présent dans les Animaux Fantastiques oblige la présence de Voldemort et donc d'effectuer sa rencontre avec Tom Jedusor. Mais comment un personnage si bienveillant en quête de liberté puisse se retrouver à être le bras droit de Voldemort ? Tout d'abord, que savons-nous réellement sur les deux protagonistes? Brièvement, Nagini a été introduite pour la première fois dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Elle est celle qui sauva Voldemort et lui permit de survivre. Elle l'a ensuite épaulé tout le long de l'histoire.
Quant à Voldemort, anciennement Tom Jedusor, est un enfant issu d'un filtre d'amour entre une sorcière de sa mère Merope et un moldu, Tom, qui fut envoûté. Son père n'est qu'un géniteur qui ne désirait pas forcément avoir d'enfant, et Merope, quant à elle, décéda peu après avoir donné naissance à Voldemort. Nous savons que Tom Jedusor a passé le plus clair de son temps à l'orphelinat et qu'il arriva à Poudlard en 1938. C'est Dumbledore qui est venu à lui afin de le conduire dans l'école. Je pense personnellement qu'il est obligé que Tom ait connu Nagini quand elle n'était encore qu'une humaine. D'ailleurs, une théorie circule énormément sur le fait que Nagini soit la mère de Tom. Elle reste plausible, en effet, mais pas tant que ça, je trouve. Il est vrai que Nagini est un pseudonyme, ou du moins pas un véritable nom. Tout comme Croyance, la saga des Animaux Fantastiques introduit Nagini un an après la naissance de Voldemort en décembre 1926. Si cette dernière meurt quelque temps après, on peut penser au jour où Nagini perdra son enveloppe corporelle humaine afin de devenir serpent pour toujours. Cela expliquerait la relation proche entre le Seigneur des Ténèbres et la jeune femme. Mais il pourrait que ce soit tout autre. Voldemort de 1938 à 1945, soit la fin de la guerre contre Grindelwald, s'expérimente énormément sur la magie au point même de créer son premier Horcrux à seulement 16 ans, son journal. Tom Jedusor, lors de sa jeunesse, était un grand manipulateur et ne cherchait pas spécialement à se faire des amis, mais surtout des subordonnés. Il ne voyait en ses alliés que des pions. Tom voit les gens comme un moyen d'utilisation. Pour lier ceci, on raconte que justement Voldemort a cherché à contrôler des animaux, mais que ces derniers mouraient à chaque fois, ne supportant pas autant de magie noire. Si nous revenons à Nagini, un malédictus est quelque chose de très rare, et dans l'histoire de Nagini, nous savons que cette dernière a permis au Seigneur des Ténèbres de survivre grâce à son venin spécial de serpent maudit. Si Voldemort ne voit qu'en certains qu'une simple utilité, il est possible que c'est ce qu'il s'est passé avec Nagini. Voldemort avait certainement pour but de trouver un malédictus pour des pouvoirs un peu spéciaux, comme son venin, et donc de la contrôler jusqu'à pourquoi pas en faire un Horcrux. Nagini pourrait être possédé par Voldemort. Nous en avons déjà la preuve avec le fait que Nagini est possédé par Voldemort lors de sa mission secrète au ministère. Albus Dumbledore affirme également qu'il est dangereux de faire d'un autre être vivant un Horcrux, car c'est lui qui en aura le contrôle en gros. Si Nagini est contrôlée par Voldemort, elle ne peut pas avoir le contrôle sur elle-même. L'Horcrux et le fait qu'elle soit un animal, pas comme les autres, a permis au Seigneur des Ténèbres de la posséder. D'ailleurs, Nagini est quelqu'un de puissant. Sa condition de malédictus et de sorcière lui permettrait donc de survivre au pouvoir sombre de Voldemort. Bref, plusieurs suppositions peuvent marcher pour Nagini. Certains supposeraient qu'elle rencontrerait Tom Jedusor dans les forêts d'Albanie. Cependant, le seul bémol est que Voldemort n'ait jamais eu réellement besoin de Nagini avant qu'il soit dans un état altéré. Nous sommes donc face à un problème au niveau temporel. Mais j'ai une dernière supposition à vous proposer. Tom Jedusor affirme dans sa jeunesse à Dumbledore qu'il sait parler aux serpents et qu'il échange avec eux. Voldemort était à l'orphelinat Wool, en plein cœur de Londres, en Angleterre. Je ne suis pas sûr que ce soit un lieu commun où les serpents se promènent. Peut-être que Nagini possède une relation encore plus profonde que nous le pensons avec Tom Jedusor. Peut-être même qu'elle est un rapport avec l'orphelinat du jeune Seigneur des Ténèbres. Et peut-être même que c'est elle qui a guidé Albus Dumbledore à l'orphelinat pour trouver Tom. En tout cas, le mystère est loin d'être résolu. Les familles et liaisons dans l'univers d'Harry Potter, c'est un bazar sans nom. C'est à se demander comment J.K. Rowling a pu imaginer tout ça. Les Animaux Fantastiques 2 nous introduit le personnage de Leta Lestrange, une jeune fille très proche de Norbert et fiancée à Thésée, le frère de ce dernier. Leta est la fille de Corvus Lestrange IV et de Lorna Kama. Sa mère a été victime du sortilège de l'Imperium lancé par son père Corvus. Elle possède donc la même mère que Youssouf, qui a fait le vœu incassable de se venger et de tuer le demi-frère de Leta, Corvus, qui était supposé être Croyance. Vous avez déjà vu le bordel que c'est? Eh bien attendez, ce n'est pas fini. Dans l'histoire, Corvus Lestrange V, le frère de Leta et fils de Corvus Lestrange IV, est mort noyé. C'est ce qui nous est dit dans le film. Leta avait voulu se séparer de son frère quand il était bébé pour quelques heures, car il ne faisait que de pleurer, sauf que cette dernière a échangé les bébés lors de l'incident en mer. Et son frère véritable est alors mort noyé. Ceci a créé un traumatisme chez Leta qui en est même devenu son épouvantard. Bref, vous connaissez l'histoire.
Corvus était supposé être croyance, mais ce n'était pas lui. Néanmoins, la famille Lestrange a connu descendance dans l'histoire de l'univers d'Harry Potter. Le problème, c'est que l'état Lestrange a été tué face à Grindelwald. Certains pensent qu'elle ne l'est pas et que c'était une mise en scène car elle est peut-être du côté de Grindelwald. Pourquoi pas? Mais s'il y a eu descendance, cela veut donc dire que Corvus, le frère de l'État, est toujours vivant et qu'il a survécu à sa pseudo-noyade. L'État était simplement fiancé et ne possédait pas d'enfant. Après tout, la prophétie concernant Youssouf est toujours là et son vœu incassable également. Cela voudrait donc dire que soit l'État, soit Corvus est survécu. En fait, nous ne pouvons être sûrs de rien. Toute l'histoire concernant la vengeance de Youssouf est beaucoup trop importante pour que cela s'arrête aussi simplement au film 2 des Animaux Fantastiques. Pourquoi introduire Corvus 5 dans l'histoire s'il n'est pas si important? Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Néanmoins, les réalisateurs se doivent d'être subtils, car scénaristiquement parlant, si nous ne voyons que les films sur la saga, nous pouvons très vite faire le rapprochement avec Bellatrix Lestrange, de par le nom de famille. Donc pour enrichir l'histoire, il devrait, normalement, forcément y avoir un lien entre les personnages créés par J.K. Rowling. Nous savons que Bellatrix était à la base une Black, et qu'elle est devenue une Lestrange par mariage avec Rodolphus Lestrange, un célèbre mange-mort du Seigneur des Ténèbres. Mais concernant le père de Rodolphus, nous ne savons rien. Il est dit qu'apparemment, il serait à la base un camarade de Tom Jedusor lors de ses années à Poudlard, et qu'il serait né vers les années 1925-1926. Ceci pourrait peut-être contrecarrer l'idée d'une potentielle descendance, et donc la survie de soit l'État, soit Corvus, soit en gros une autre branche familiale des Lestrange, différente de celle de l'État et Corvus. Il y aurait donc un problème temporel et de cohérence. Pourtant, bizarrement, la partie de la famille Lestrange dans les années 1910-1920 est vraiment très peu développée, pile poil la période de l'État et Corvus. Quelque chose se cache là-dessous. L'idée d'une potentielle survie et donc d'une descendance par la suite permettrait une bonne cohérence dans la famille des Lestrange, qui d'ailleurs ne possède même pas d'arbre généalogique officiel. La famille Lestrange est un réel chaos. La saga Harry Potter est une saga que j'ai aimée, que j'ai appréciée. Mais les animaux fantastiques me passionnent et me donnent encore plus envie de m'intéresser à l'univers. Tout ce que je viens de vous énoncer n'est que théorique, bien sûr. Et d'ailleurs, mes respects à J.K. Rowling pour avoir créé et gardé des mystères pendant plus de 20 ans. Je suis heureux d'avoir rendu hommage à la série. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à me laisser un petit commentaire. Je veux voir vos avis. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou me soutenir financièrement sur Utip. Allez, c'était Targorok et que le Lionheart soit avec vous.